Troisième chapitre. Ma première guitare, je l'avais fabriquée moi-même. J'avais récupéré un vieux bidon d'huile de voiture, sur lequel je m'étais débrouillé pour fixer un manche en bois. Quelques fils à pêche servaient de corde. Elle n'était pas très belle et ce n'était sans doute pas ce que l'on pouvait rêver de mieux en matière de sonorité, mais elle me convenait. J'avais même réussi à jouer un air qui était très populaire à l'époque en Kabylie, « À madame, serbi la thé. À madame, serre-moi le thé ». Les paroles étaient passablement sottes, mais cette chanson avait un énorme avantage, on pouvait la jouer sur une seule corde. Je passais mes journées à jouer cet air, quitte à casser les oreilles de mon entourage. Je ne voulais plus me séparer de ma guitare. Mon premier rapport avec un instrument de musique, cela a donc été sous la forme de ce bidon d'huile. De toute façon, je n'avais pas le choix, nous n'avions pas d'argent et une guitare, une vraie, coûtait à l'époque une fortune. Je devais avoir 9 ans. L'année suivante, je me souviens d'avoir animé une fête jusqu'au petit matin. Il y avait beaucoup de monde et je chantais les airs à la mode. On m'a encouragé, je chantais plutôt bien et, surtout, j'avais une certaine assurance. C'est en 1972 que le déclic s'est réellement produit. Je parlais sans cesse de guitare, de musique. Mon père avait dû l'apprendre par ma mère, que je harcelais sans arrêt. Mon bidon d'huile était depuis longtemps passé à la poubelle. Je regardais avec envie les vieux du village, surtout l'un d'entre eux qui avait un mandole, notre instrument traditionnel, une sorte de luth à fond plat. Des heures durant, je le regardais jouer, fasciné. En 1972 donc, mon père rentre au pays. Il avait travaillé en France pendant 30 ans et il avait décidé qu'il était temps, pour lui, de revenir parmi les siens. Des semaines avant son retour à la maison, nous faisions déjà la fête. Mon père, je le connaissais à peine. Il ne m'avait pas vu grandir. C'est ma mère qui nous élevait, ma sœur, Malika, et moi. J'avais hâte de le revoir. D'autant plus hâte qu'il m'avait fait savoir qu'il revenait avec un cadeau spécial pour moi. J'étais dans un état d'excitation extrême. Dès que je l'ai vu descendre de l'autocar, j'ai compris de quoi il s'agissait, il avait un mandole. Il l'avait acheté chez Paul Buescher, l'étiquette était à l'intérieur, Paul Buescher, boulevard Beaumarchais à Paris. Pour moi, c'était comme un mirage, mon premier instrument de musique venait de Paris. Je rêvais. Il était superbe, 10 cordes, un bois magnifique. Je ne connaissais rien à la musique, mais je l'ai immédiatement adoré. Mon père avait dû se ruiner pour me l'offrir. Au début, je n'osais pas y toucher tellement j'avais peur d'érafler le bois, de casser une corde, de briser le manche. Je me souviens d'avoir passé des heures à le regarder. Il me fascinait. C'était le plus beau cadeau que j'avais jamais eu. Et il venait de mon père. Petit à petit, j'ai commencé à apprendre, les vieux me montraient les accords, que je reproduisais de mémoire. Mon oreille était habituée aux sonorités très particulières de l'instrument et j'ai pu jouer assez vite des morceaux même élaborés. Ce mandole, qui était tout pour moi, je ne l'ai pourtant gardé qu'une année. Je jouais beaucoup aux cartes à l'époque, et j'ai perdu le mandole au cours d'une partie de poker. J'ai dû le laisser à mon cousin, une dette de jeu. J'étais bouleversé à l'idée de m'en séparer mais je n'avais pas le choix, il y allait de mon honneur. Mon père ne l'a su que plus tard. Il en a été furieux et malheureux. Il avait dû payer ce mandole fort cher mais, au-delà de sa valeur marchande, c'était sa valeur sentimentale qui était en jeu. Je le savais, mais que pouvais-je faire? J'étais pris au piège, déchiré, pris entre cette dette de jeu que je devais honorer et la peine que j'allais causer à mon père. Je me suis détesté. L'année suivante, j'ai eu une guitare et j'ai commencé à animer régulièrement des fêtes. Le chant, la musique faisait partie de mon environnement quotidien. Depuis toujours, ils sont en moi. Toutes les femmes, en Kabylie, chantent en toute occasion. Ma mère, je l'ai dit, passait son temps à chanter et le moindre événement se transformait en fête, donc en musique et chanson. La tradition kabyle est très particulière en ceci que la plupart des chants parlent d'exil, de départ, de séparation, car vivre signifie aller travailler ailleurs, la plupart du temps en France ou dans une grande ville algérienne, comme Alger ou Oran. Les femmes ont donc toujours chanté ces chants émouvants et tristes où il n'est question que du départ d'un mari, d'un père ou d'un frère. Chez nous, les femmes chantent sans prétention. Elles expriment leur sensibilité, sans phare, spontanément. Mon imaginaire leur doit beaucoup.
Lorsque ma mère chantait, il y avait dans sa voix quelque chose d'angélique, d'impalpable. Les paroles de ses chansons étaient toujours d'une pudeur extrême, mais on y décelait souvent de la douleur et l'expression d'un manque profond. Elle a dû beaucoup souffrir de l'absence de mon père, même si elle ne s'en est jamais plainte ouvertement. Dans mon village, beaucoup de musiciens m'ont inspiré. Parmi eux Tilloy. C'était un chanteur exceptionnel. Je l'écoutais souvent. Il est mort jeune. Je sais devoir beaucoup à ces gens connus ou anonymes, à ma mère et à toutes les autres voix de mon enfance qui m'ont bercé, des soirs durant. Les mots que j'utilise dans mes chansons, mais aussi la manière dont je chante, sont une sorte d'hommage que je leur rends. Cette simplicité, cette spontanéité du chant, sont pour moi essentielles. Souvent, je reprends un air entendu dans mon enfance, une complainte ancienne, et j'y ajoute des paroles nées de ma propre expérience. C'est cela qui fait, je crois, la force de mes chansons, ce mélange de tradition et de modernité. Je n'ai jamais étudié ni la musique ni l'harmonie. Même lors de galas, je n'ai ni partition ni pupitre, rien. J'ai toujours travaillé à l'oreille et j'ai acquis cette oreille musicale en écoutant les anciens, en assistant aux veillées funèbres, là où les chants sont absolument superbes, de véritables chœurs liturgiques. Mais on n'y chante pas Dieu, on y parle de misère sociale, de vie, de mort. Ce sont des chants de notre patrimoine, que des générations d'hommes et de femmes ont chantés. Là est ma seule culture musicale. À part cela, je reconnais être incapable de lire la moindre note de musique, au point qu'il m'est impossible de distinguer, sur une partition, mes propres compositions. Tout ce que je fais, je le fais à l'oreille. Je prends mon mandole et j'essaie. Je trouve les accords, puis je compose des airs qui deviennent mélodies. À force de faire et de refaire, je les enregistre dans ma mémoire et je les retiens. J'accorde mes instruments à la voix, je n'utilise pas de diapason. Je sais que cela risque de surprendre un certain nombre de musiciens, mais je n'ai jamais utilisé de diapason. Je ne sais pas ce qu'est un La et j'ignore la différence entre une clé de Sol et une clé de Fa. Tout cela m'est étranger. Sur scène, je demande aux musiciens de se régler sur ma voix. C'est toujours ainsi que j'ai fonctionné, et toujours ainsi que j'ai enregistré mes disques. Plusieurs fois, je me suis dit qu'il serait temps d'apprendre la musique d'une manière rigoureuse. Puis j'ai estimé que cette contrainte risquait finalement de plus m'embarrasser que me faire progresser. Cela pouvait même me bloquer. J'y ai donc renoncé, et je m'en porte très bien. Et même si je n'ai aucune notion de musique, au sens académique du terme, je sais parfaitement quand quelqu'un joue ou chante faux, ou quand mon mandole est désaccordé. C'est, chez moi, une question d'instinct. Même en matière de musique, je suis anticonformiste, rebelle au carcan des règles et des lois. Et puisque cela fonctionne ainsi, pourquoi se poser des questions? Muni de mes poèmes écrits pendant et après le service militaire et de mes quelques notions de musique, j'ai décidé un beau matin de me lancer. Je voyais que chacune des fêtes que j'animais chez moi était un succès. Pourquoi alors ne pas essayer ailleurs? En France, par exemple? Nous étions en 1978 et il fallait, pour se déplacer à l'étranger, une autorisation de sortie. Je l'ai obtenue, et j'ai débarqué en Haute-Savoie. Ce choix n'était pas évident pour un Méditerranéen mais on m'avait dit qu'il y avait là-bas une forte communauté kabyle et je savais qu'en cas de difficulté on m'aiderait. Je suis donc arrivé à Annemasse. Je ne savais pas faire grand-chose. J'avais certes quelques notions de mécanique générale, mais ce type de métier ne m'emballait guère. En vérité, la musique seule était dans ma tête. Annemasse était alors une petite ville, mais fort vivante et où il y avait beaucoup de cafés. L'un d'entre eux était tenu par un kabyle. Un soir j'y ai chanté et, chose incroyable, j'ai ramassé une petite fortune, 4000 francs. Je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais jamais vu autant d'argent à la fois. Et c'était moi qui l'avais gagné, en chantant mes chansons. Plus tard, dans ma chambre, je me souviens d'avoir compté et recompté cet argent. C'était inouï. Il ne s'agissait pas de ma part d'un goût immodéré de la richesse, mais de stupeur heureuse de découvrir que faire de la musique, chanter pouvait devenir ma principale occupation. Fort de cette expérience, je suis monté à Paris. Un rêve commençait à devenir réalité. Aussitôt arrivé, j'ai commencé à me produire dans les cafés à forte concentration d'émigrés. J'allais dans le 18e, du côté de Barbès, et dans le 3e, vers la rue des Gravilliers. Là-bas, les gens déposaient de l'argent sur un plateau.
Je me suis également produit, je me rappelle, au 16 rue Volta dans le 3e arrondissement. Cela ne marchait pas tout à fait aussi bien qu'à Annemasse, mais j'étais quand même content, Paris n'était pas la Haute-Savoie, et la compétition y était plus rude. J'avais avec moi un ami, Randan, qui, voyant que j'avais du succès, me poussait à continuer. Moi, je n'y croyais qu'à moitié, mais il prétendait que j'avais tort, qu'il fallait absolument que je persévère. C'est lui qui, à Paris, m'a fait rencontrer Idir, de son vrai nom, Churier Hamid. Lui a tout de suite senti que je pouvais aller très loin dans la chanson. Ses conseils étaient pour moi d'un grand poids, il était très connu et sa chanson Vava Inuva, Ouvre-moi la porte, avait fait le tour du monde. Dès le début, il a été pour moi une sorte de modèle, une référence. Un jour qu'il se produisait à la Mutualité, Idir m'a invité à chanter, c'était l'une de mes premières scènes en France. J'étais aussi heureux qu'ému. Le public m'a ovationné. C'est au cours de ce concert que j'ai rencontré deux monuments de la chanson kabyle, Slimane Azem et Hanifa. Et je leur ai parlé. J'étais aux anges. Aujourd'hui, ils sont morts, tous les deux. Slimane est mort en France des suites d'un cancer de la gorge, il y a une dizaine d'années. Le régime de Boumedienne l'avait contraint à l'exil, ses chansons étaient jugées trop critiques à l'égard du pouvoir. Quant à Hanifa, qu'on avait surnommée la voix d'or de la chanson kabyle, elle est morte oubliée de tous. Son corps n'a été retrouvé que plusieurs jours après son décès, dans une chambre d'hôtel minable de la proche banlieue de Paris. Triste destinée pour ce bouleversant rossignol. Que tous deux reposent en paix. Quelque temps après ce récital impromptu à la Mutualité, Idir m'emmena dans un studio d'enregistrement qui se trouvait rue Émile Alaize, dans le 17e. J'y suis arrivé sans vraiment comprendre ce qui se passait. On m'a flanqué devant un micro et on m'a dit de chanter. J'ai commencé une chanson folklorique, une chanson de fête. J'ai mis toutes mes tripes, toute mon âme, convaincu toutefois qu'il s'agissait d'un simple essai. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, ils ont enregistré. Une seule prise. Et de la maquette est sorti un disque qui a aussitôt été un succès. J'étais, quant à moi, maintenant sûr d'une chose, j'aimais chanter par-dessus tout, et je voulais être professionnel. Ensuite, tout s'est enchaîné. J'avais l'impression qu'une chose extraordinaire se produisait mais je ne contrôlais rien, ne faisais attention à rien. Au point que je me suis fait largement escroquer parce que je ne comprenais rien à ce monde. L'argent n'était d'ailleurs pas ma préoccupation majeure. Je voulais chanter, enregistrer. Mes deux premières cassettes ont été produites sous label Azwao, par un producteur qui depuis, a mis la clé sous le paillasson. J'ai royalement touché 3000 francs alors que ces cassettes ont été un véritable succès. Et je n'ai jamais vu le moindre droit d'auteur. J'étais néophyte, je n'avais pas d'agent, je ne savais pas comment le système fonctionnait. Certains en ont largement profité. Puis tout s'est accéléré. En 1980, il y a eu l'Olympia, une salle archi-comble. Parallèlement, les événements se précipitaient en Kabylie. La revendication berbère prenait forme, s'organisait, montait en puissance et le mouvement culturel berbère, le MCB, créé en 1976, occupait le devant de la scène. Cette revendication qui me tenait tant à cœur avait enfin eu cadre pour son expression politique. Quelques semaines plus tard, le 20 avril 1980, le printemps berbère, organisé à l'initiative du MCB, était réprimé dans la violence. Mais le mouvement pour la reconnaissance de notre identité était en marche. Il ne s'est depuis lors jamais arrêté.